Compo qui a été mise en place par Didier Deschamps donc, dans ce match France-Danemark avec le schéma qui n'a pas changé, hein, le 4-5-1. On l'a dit lors de la première émission sur le spécial équipe de France et on l'a vu lors du premier match face à l'Australie. La France donc évolue en 4-5-1. 4 défenseurs, donc Lloris, Hernandez, Upamecano, Varane, Koundé. Deux milieux de terrain récupérateurs, Rabiot, Chouameni. Et puis sur le plan offensif, salut Soupavivi, je suis toujours à l'heure. Et sur le plan offensif, on avait donc Griezmann, Mbappé, Dembélé et Olivier Giroud. Première chose à en dire, déjà deux petits changements qui ont été effectués par Didier Deschamps. Le retour de Raphaël Varane en défense à la place de Konaté et l'arrivée aussi de Jules Koundé sur le côté droit qui remplace Pavard. Alors ces deux changements logiques selon moi. Raphaël Varane parce que c'est le taulier de la défense et qu'il n'a pas joué le premier match parce qu'il était blessé. Il revenait de blessure, on se rappelle de lui il y a un petit mois, juste un petit mois, il était en pleurs sur la pelouse de Manchester à cause d'une petite blessure derrière la cuisse. Et puis il arrive à revenir à temps pour la Coupe du Monde, plus tôt que prévu. Et bon, bah, on l'a laissé un petit peu au repos face à l'Australie. On lui avait préféré Konaté. Et là, bon, bah, son retour est logique. Et puis sur le côté droit, Jules Koundé qui lui remplace un Pavard qui avait pas été au niveau hein, face aux Australiens. Notamment, il était coupable d'une erreur de marquage sur le premier but. Et donc, bah, une sanction, puisque c'en est une. Il sort de son rôle de titulaire et il va sur le banc. Et c'est Jules Koundé qui est rentré. Au niveau de la défense, quand même, un petit point, c'est qu'on voit que c'est Upamecano qui a évolué aux côtés de Raphaël Varane. Ça aussi, c'est dû, lui, grâce à son très bon premier match face aux Australiens, où on l'avait vu capable de casser les lignes par la passe. Ça, c'est très allemand, hein, c'est dans la formation allemande. On se rappelle notamment, lorsque l'Allemagne a été champion du monde, de Jérôme Boateng, qui le faisait très souvent, des longues transversales sur les côtés. Et Upamecano, bah, visiblement, il a vite appris ça depuis son arrivée au Bayern Munich, parce qu'il l'a fait très bien sur le premier match, et il a continué de le faire sur le deuxième. Donc lui, il a gagné sa place. C'est Konaté qui a un petit peu moins joué avec Liverpool. Hein. Il a joué 2 matchs seulement, je pense, parce qu'il était blessé. Et donc Konaté, pour l'instant, sur le banc, même si il est rentré à la 75e. Donc au niveau du schéma, rien d'extraordinaire. Deschamps sait ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est l'un des, je trouve, hein, moi qui suis la plupart des matchs, et ben, en France, on peut être satisfait au moins d'un truc, c'est Didier Deschamps. Parce qu'il met la meilleure équipe sur le terrain. Il n'y a pas de joueur qui devrait être là et qui n'est pas là, hormis les blessés. Mais avec la possibilité qui s'offre à lui, avec les joueurs qui sont disponibles, et ben Didier Deschamps, lui, il fait pas dans la demi-mesure, il met une équipe avec les meilleurs joueurs dont il dispose. Et c'est pas forcément ce qu'on voit avec toutes les sélections, on en parlera notamment au niveau de l'Argentine, voire peut-être même au niveau de l'Allemagne et de l'Espagne, puisqu'il y a des choix qui sont pas forcément, enfin qui seraient pas forcément les miens, mais peut-être que je me trompe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match face au Danemark? Bon, déjà les choses et la chance qu'il a par rapport aux autres compètes, c'est que les mecs s'entendent bien et tout se goupille bien. On va en parler, tiens, c'est bien que tu me parles de l'entente. On va parler bien sûr de cette petite polémique suite aux révélations qui sont sorties samedi à la une du journal L'Équipe, qui nous a appris que visiblement le groupe vivait mieux depuis le départ de Karim Benzema. Je vous dirai ce que j'en pense, parce qu'il y a quand même des choses à en dire. Mais sinon, sur ce match en lui-même, avant de parler du cas Benzema, sur la première période, moi j'ai vu ça sur TF1, et que ce soit Lizarazu ou Margoton, ils avaient l'air plutôt satisfaits de la première période. Moi, je vous admets que ma première période, je l'ai pas trouvée extraordinaire. Il prend ses décisions grâce à tes analyses. Bah, j'espère, bah, s'il est là, Didier, et écoute bien, parce que je suis très content de toi. Donc ne change rien, pour l'instant, tout se passe bien. Non, donc cette première période, ouais, je la trouve pas extraordinaire. Moi, j'ai pas trouvé on n'a pas été mauvais. L'équipe de France a pas raté sa première période, mais je nous ai pas non plus trouvé transcendant sur ce début de match. Face à une adversité qui était quand même différente de celle que nous avaient montré les Australiens.
je nous ai trouvé un petit peu passifs offensivement, si ce n'est Ousmane Dembélé qui lui a réalisé un très bon match sur son côté. À part lui qui était très percutant offensivement, j'ai trouvé Giroud souvent battu dans les duels, un Mbappé sur la première période qui fait pas non plus énormément de différence, il est bien pris par Christensen. Et j'ai bien aimé Griezmann sur le plan défensif, et ça on va en parler parce que je trouve qu'il a fait un excellent match dans la combativité, dans le replacement, dans la récupération. Il a été très bon Antoine Griezmann, mais offensivement il a essayé d'aérer le jeu, de développer un peu les attaques de l'équipe de France, mais c'était pas extraordinaire. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Du côté danois, c'était pas mieux, hein. Attention, les Danois, ils n'ont pas montré grand-chose sur la première période non plus. Ils sont quasiment pas créés d'occasion. Mais pas emballés. Sur la première, en tout cas. Au niveau défensif, sur cette première période, on n'a jamais eu de problème. Varane, il a bien tenu son rang. Et j'ai bien aimé Koundé sur le côté droit. Alors, offensivement, c'est sûr que Jules Koundé, c'est pas extraordinaire. Mais défensivement, il a été solide. Ouais, meilleur passeur de l'histoire des Bleus, Grisou. Il a rejoint Thierry Henry et Zidane, je crois, avec 26 passes décisives. Je sais pas s'il est encore meilleur buteur. J'avoue que j'ai un doute à ce sujet. C'est sûr qu'il a rejoint Thierry Henry et Zizou en termes de passes décisives en équipe de France. Mais je ne sais pas s'ils étaient premiers. C'est possible. Voilà, donc le match, il se débloque quand? Il se débloque en deuxième période. Grâce à Kylian Mbappé. Hein, toujours Kylian Mbappé, j'ai envie de dire. Qui lui tient son rang, même si sa première période, elle n'est pas extraordinaire. Bah, sur la deuxième, il nous montre que c'est lui le leader des Bleus. C'est le leader au Paris Saint-Germain. C'est aussi le leader en équipe de France. Même si il y a encore énormément de contestations. J'entends des débats sur le fait qu'il tire les corners juste pour ses stats ou qu'il tire juste les coups francs. Enfin, des débats qui ont peu d'intérêt. Ouais. Ouais, Vivi, l'appel qu'il demande au début de l'action est parfait et la suite de l'action est top. Et bah, t'as bien raison. Et tu vas voir qu'on va en parler juste après, là, dans 10 secondes. Parce que je vous ai trouvé un petit but en 3D et il va être assez intéressant. Parce que je vais pouvoir vous annoncer. Je vais pouvoir vous parler surtout du schéma tactique et de ce que je vous avais dit face à une défense en 3-5-2. Parce que, en effet, une nouvelle fois, les Danois, eux, ils ont évolué en 3-5-2. Deuxième passeur doit en faire encore une pour être à égalité avec Henry. Ok, voilà. Bon, c'était pas très précis au niveau des stats, mais il est bien à 26 normalement. Voilà pour Mbappé, c'est lui qui débloque la situation grâce à l'apport de Théo Hernandez sur le côté. Théo Hernandez qui lui réalise encore une fois un très bon match. On passe plus. Enfin, c'est plus facile de passer côté gauche avec Hernandez Mbappé. Même si Dembélé sur son côté, lui, il y arrive tout seul, mais il n'est pas très aidé pour l'instant, que ce soit ni par Pavard ni par Koundé, mais quand même très belle rencontre. Le milieu de terrain, je vais en parler un petit peu de Rabiot et Tchouaméni, que j'ai trouvé Rabiot très bien. Rabiot, c'est peut-être le meilleur bleu depuis le début de la compétition. Beaucoup doutaient de lui, on doutait de ses capacités à être un leader au milieu de terrain, on doutait de ses capacités à réaliser plusieurs bons matchs et à être au niveau qu'il a montré depuis qu'il est avec la Juve en début de saison. Et puis, bah, il nous prouve que visiblement, il a mûri en Italie, parce que je le trouve très performant, moi, dans la récupération, dans l'impact physique. Il arrive à porter le ballon et à casser les lignes. Donc Rabiot, je le trouve très en forme. Il a failli nous mettre à retourner du futur en plus. Donc ça, c'est le bon point. Après, Tchouaméni, je vous avoue que je suis pas encore extrêmement convaincu sur son match. Claro, il fait des gros matchs. Bon, tant mieux. Tant mieux qu'on pense la même chose sur Rabiot. Mais Tchouaméni, je le trouve encore un petit peu en demi-teinte, moi. Je le trouve pas. J'ai trouvé Griezmann plus efficace que lui au milieu de terrain, en tout cas dans la récupération. Plus combatif. Tchouaméni, je sais pas, je suis pas encore convaincu totalement de son impact. Mais ce n'est que le deuxième match. J'ai encore bien aimé la performance aussi d'Upamecano, qui a été solide défensivement et qui a continué à distribuer, à casser les lignes, à sauter le milieu de terrain danois pour aller chercher souvent Kylian Mbappé. Et il le fait très bien. Je crois qu'à un moment, il donne un super ballon aussi sur Dembélé. Ça finit sur un centre en première période, sur une action très dangereuse, mais c'est encore Upamecano qui s'avère être très efficace dans ce domaine.
Je vais vous parler un petit peu des Danois. Parce que les Danois, on va quand même regarder leur composition. Qu'est-ce qu'on a avec le côté danois? Donc un 3-5-2, Christensen, Nelson, Andersen, Schmeichel au but, bon, comme d'habitude. Sur les côtés en piston, Christensen et Maile. Et puis au milieu de terrain, deux milieux, Eriksen, Højbjerg, et devant, Damsgaard, Cornelius, Lindstrom. Sur la première période, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ce 3-5-2 marche toujours pas, hein, les gars, hein. Ah, on regarde les matchs, on continue de les analyser. Et le 3-5-2, il n'y a pas d'équipe qui arrive vraiment à s'en sortir dans ce système, hein. Et pourtant, les Danois, c'est pas les plus mauvais, parce que autant Maule et Christensen, c'est quand même des ailiers enfin des pistons, qui font les efforts offensifs et qui reviennent défensivement, qui sont pas du tout mauvais dans dans leur choix. Et ça marche plutôt pas mal. C'est peut-être l'équipe avec qui ça marche le mieux jusqu'à présent en termes de pistons qui montent et qui descendent. Mais c'est vrai que le milieu de terrain, Eriksen Højbjerg, il a pas été extraordinaire. Eriksen, je le trouve un petit peu lent avec le ballon. Ses choix sont pas toujours très pertinents. Enfin voilà, il n'est pas au niveau qu'on pouvait attendre de lui. Bon, si on se rappelle d'où il vient et dans quel état il était au dernier Euro, c'est un miracle de le revoir sur le terrain et j'en suis très content. Mais pas extraordinaire. Damsgaard aussi, qui avait fait un super Euro. Il était remplaçant sur le premier match. Là, il remplace Thomas Delaney, qui est blessé et forfait pour le reste de la Coupe du Monde. Delaney qui jouait plutôt en numéro 6 en sentinelle, qui a été une grosse perte pour les Danois. D'ailleurs, ça s'est ressenti au milieu de terrain. Et puis Lindstrom, Cornelius. Alors Cornelius, on l'a connu quand il était à Bordeaux. Moi, je trouve que c'est un attaquant quand même vraiment très moyen. Bon, il nous avait mis deux buts je crois que c'était lors du dernier match en novembre dernier, pas de cette année, donc celui d'avant en Nation League. Mais bon, c'est quand même un attaquant qui est pas extraordinaire. Et Lindstrom, il a fait une première période assez, voire très moyenne, même si ça a été mieux en deuxième période. Mais dans l'ensemble, les Danois, ils n'ont pas trop eu le ballon. Ils ont beaucoup couru après le ballon et ils ont été dangereux sur coup de pied arrêté d'abord et puis après en deuxième partie du match. C'est vrai qu'il y a un partout, ils ont quand même eu deux grosses occasions. Une par Lindstrom et la deuxième, je ne sais plus qui c'est, mais je crois que c'est Lindstrom qui a eu les deux occasions. Non, Cornelius qui met une frappe qui passe pas loin. Mais à part ça, on a quand même bien maîtrisé notre sujet. Cette équipe de France, elle a été solide. Il a fallu un gros arrêt de Lloris, un partout, mais c'est à peu près, à part le but sur corner, c'est à peu près la seule situation dans laquelle on a été mis en difficulté. Je vous avais dit qu'on allait parler du but. Je voulais vous montrer le but de Kylian Mbappé. Alors je me sers du site de France Info qui a fait ce petit récap du but en 3D. Et vous allez voir, je vous avais fait la petite planche tactique pour ceux qui étaient là. Et je vous avais dit qu'il était très important d'étirer au maximum la défense et d'essayer de passer dans les intervalles, soit entre le défenseur central et l'arrière latéral, soit entre les deux défenseurs centraux. Et là, c'est l'exemple type que ça fonctionne. Et c'est sûr que ça a été travaillé par Didier Deschamps, qui a déjà joué dans ce système et donc qui sait à peu près comment attaquer face à ce système. Et regardez. Donc là, on a Kylian Mbappé. Donc lui, il est bien excentré à gauche. Il se retrouve face. Là, c'est les trois défenseurs. C'est le défenseur latéral, les deux défenseurs centraux, il y a le troisième qui est là, et les deux milieux de terrain défensifs. Donc Eriksen, Højbjerg. Ici, ça doit être Christensen. Andersen, pardon. Ici, Christensen. Et donc, voilà ce qui va se passer. Mbappé, il se lance. Et là, Théo Hernandez, il va passer entre les deux défenseurs centraux. Vous voyez qu'il y a quand même énormément d'écart entre les deux. C'est un peu le problème. Pourquoi? Parce que normalement, Anderson devrait se retrouver ici. Mais comme il y a Kylian Mbappé, lui, il vient, et qu'il est écarté, il vient resserrer ce que je vous avais dit. Et là, il y a une première erreur, c'est que Christensen, lui, il aurait dû aussi venir resserrer et il ne le fait pas. Ça, c'est la première erreur côté danois. Donc ensuite, on voit l'appel en profondeur dans le dos de la défense. Et c'est là où c'est très dangereux ce système, c'est que si on arrive à passer dans votre dos, après pour pouvoir continuer à défendre, c'est extrêmement difficile. Et donc là, Théo Hernandez, il contrôle. Donc il n'y a pas du tout hors-jeu, hein, on va le voir. Voilà, il n'y a pas du tout hors-jeu. Et là, oui, en effet, Vivi, il y a un deuxième problème, c'est que là, les deux défenseurs, eux, ils sont concentrés uniquement sur Théo Hernandez. Et donc, il lâche Mbappé.
sachant que le milieu de terrain, lui, ne va pas le suivre. Et là, donc, c'est ce que je vous disais la dernière fois, à partir du moment où on a écarté cette défense et qu'on est parti sur le côté, et bah là, on se retrouve avec un 3 contre 3. Voilà. Ici, c'est le joueur qui se retrouve tout seul, comme je vous l'avais dit. Donc, à l'opposé, bah, il y a forcément un joueur tout seul, parce que là, c'est le latéral qui est venu resserrer. Donc, toute la défense resserre parce qu'on a écarté sur le côté gauche. Donc, côté droit, ça vient resserrer. Et on se retrouve en 3 contre 3 en défense. Et donc là, on va revoir ça juste après. Donc là, il y a la passe. Et voilà. Là, ici, lui, c'est Damsgaard, je crois. Il doit resserrer. Il doit venir serrer sur Kylian Mbappé. Et voir Christensen, lui, doit encore une fois venir essayer de combler cet espace, puisque là, il y a encore 5 à 10 mètres, ce qui permet à Mbappé de se faufiler. Mais comme je vous l'ai dit, vous écartez et vous passez à l'intérieur dans les intervalles que vous créez en écartant cette défense. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque là, il y a la passe en retrait, et elle est très bien jouée. Et là, bah, vous avez... bon, on voit pas très bien parce que j'arrête, mais Kylian Mbappé, il se retrouve tout seul, il n'y a plus qu'à marquer. Voilà, on va le voir mieux. Voilà, donc là, il y a l'intervalle, la passe en retrait. Bon, il y a un petit peu de chance, hein, parce que ça passe entre les jambes et que c'est plus ou moins détourné. Mais vous avez compris le schéma. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur le premier but français. Voilà, donc on écarte la défense. Ça ne resserre pas suffisamment de l'autre côté. Et puis comme on le voit, on a un attaquant, deux attaquants, trois attaquants face à trois défenseurs centraux. Alors que, en principe, avec le système de jeu en 3-5-2, vous êtes normalement, quand vous êtes en défense, en supériorité numérique. Ce qui n'a pas été le cas là. On revoit pour le plaisir le deuxième but. Hop, le deuxième but, enfin l'égalisation danoise, alors que là on se rend bien compte qu'il y a un petit problème, c'est que les Danois gagnent les deux duels dans la surface de réparation, ce qui n'est pas normal. Qu'on perde le premier duel, pourquoi pas, mais on ne doit pas perdre le deuxième. Bon, Adrien Rabiot, il est un peu en retard, mais c'est compliqué. Mais c'est surtout ici où on doit s'imposer parce que, attendez, si on revient un tout petit peu en arrière, vous allez voir qu'il y a quand même un seul Danois pour 4 Français. Et ça suffit, regardez. Hop, on avance encore un tout petit peu. Là, il y a 1, 2, 3, 4 Français et pour 2 Danois. Même, on peut compter même 5 Français pour 2 Danois. Et c'est pas normal que dans ce système-là, on se fasse avoir. Donc, petite erreur défensive sur le but. Après, je le savais, hein, que les Danois, c'était là où ils étaient principalement dangereux. C'est là où ils allaient nous poser des problèmes sur ce genre de coup de pied arrêté. Ouais, voilà, il pouvait. Enfin, il n'y a pas d'énorme erreur, si ce n'est. Enfin, Rabiot, il fait pas une erreur. Il arrive un peu en retard. Enfin, c'est compliqué quand même d'être là au deuxième poteau. Moi, je trouve qu'il est mal placé parce que, en vrai, le marquage, je vous dis toujours de vous placer entre le joueur et votre but. Et là, lui, il se retrouve quand même derrière. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on prend ce but-là. Si Rabiot, au départ, il y a quand même, en termes de placement, il y a quand même une petite erreur parce que vous voyez, il n'y a personne derrière lui. Il n'y a personne dans cette zone. Donc lui, je ne vois pas pourquoi il est placé ici. Il devrait être placé à l'intérieur. Et s'il est placé à l'intérieur, il y a des chances qu'il coupe le second ballon. Donc il y a une petite erreur défensive qui ne nous coûte pas très cher sur ce match. Mais voilà, faire attention à ces petits points. Il est impossible de perdre 2 duels sur un corner. Voilà. Oui, Lloris, oui, c'est compliqué. C'est dans ses 6,50 m, c'est le premier poteau. S'il sort, tout le monde crée au scandale. Donc voilà. Mais bon. On s'en sort bien. Et on va le voir avec le dernier but. Et encore une fois, vous allez voir. Est-ce qu'on le voit le dernier but? Est-ce que je l'ai? Je suis pas sûr qu'il l'ait mis. Ah si, il est là. Hop. Le dernier but. Donc, encore une fois, on joue écarté. Voilà. C'est Coman qui ressort pour Griezmann. Qui centre. Et là, en fait, comme je vous l'ai dit, hein, la zone la plus dangereuse, quand vous êtes sur un côté, c'est à l'opposé, parce que tout le monde est obligé de resserrer, et Kylian Mbappé, donc, qui part plus vite que son défenseur, et qui coupe la course, donc là c'est une grosse erreur défensive, puisque lui, il doit jamais le laisser passer dans son dos, mais Mbappé, il fait le bon appel, et il met son deuxième but. Donc vraiment, très bien joué de Kylian, qui nous met dans une très bonne situation, puisqu'on est qualifié avec la défaite de la Tunisie face à l'Australie. D'ailleurs, la Tunisie qui nous avait montré un beau premier match face au Danemark et qui face à l'Australie, a encaissé un but et après n'a pas réussi à revenir. Mais ça nous permet d'être qualifiés. On a de très grandes chances
Je crois qu'on est même sûr d'être premier du groupe, si je me trompe pas, puisque les Danois n'ont qu'un point, donc ils pourraient pas. Non, il y a les Australiens qui pourraient nous piquer la première place, mais voilà, il y a très peu de chances que ça arrive. On est quand même bien parti pour être premier du groupe et donc de rencontrer le deuxième du groupe D. Donc ça risque d'être. Alors là, ça va être compliqué parce que ce groupe, on va en parler après, mais il y a encore, tout le monde peut encore se qualifier. Mais voilà, donc sur cette équipe de France, deux matchs sérieux, deux victoires. La malédiction du champion du monde, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus, puisque on est qualifié en huitième de finale, ce qui n'était pas arrivé pour les trois derniers champions du monde, que ce soit en 2010, 2014 et 2018, ils avaient tous été éliminés au premier tour. Donc déjà, ça c'est la première bonne chose. En plus, quand on sait tous les blessés qu'il y a en équipe de France, on peut être plus que satisfait de ce début de compétition. On a finalement encaissé deux buts. Donc ça, c'est le petit point négatif, la solidité défensive. Il y a encore des choses à travailler. Faut qu'on soit plus rigoureux sur les coups de pied arrêtés, sur les phases défensives. Il y a eu quelques petits laissés-aller parfois, notamment, comme je vous l'ai dit, sur la grosse frappe de Lindstrom qui est sauvée par Lloris. Mais ça reste très sérieux. On va largement être très satisfait de ces deux premiers matchs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, moi, sur cette équipe de France? Je voulais vous dire que tous les buts sont bienvenus sur les côtés, hein, comme on l'a vu. Hein. Les 4 buts de l'équipe de France sont venus en jouant par des centres. Je vous avais dit en début de Coupe du Monde, notamment lors du match face à l'Australie, que les côtés, c'était là où devait passer cette équipe de France. Et avec Dembélé et Mbappé, la vitesse et la précision et la qualité de percussion font de grosses différences. Donc il faudra continuer à appuyer sur nos points forts. Voilà pour cette équipe de France. Maintenant, je vais vous parler, on va vous parler un petit peu du cas de Benzema, quand même, de cette nouvelle qui est sortie dans les journaux, donc dans l'équipe en l'occurrence. Euh, J'avoue que ça ressemble vraiment à un article un peu racoleur, quoi. C'est vendre du papier en créant un problème qui finalement est moyen. Et c'est un petit peu l'ambiance que je trouve autour de cette Coupe du Monde. Je trouve que finalement, on ne satisfait pas vraiment de ce qui se passe vis-à-vis de l'équipe de France. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui est très, très, très critique avec cette équipe. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme avec le PSG. C'est-à-dire que même quand la saison se passe bien et que la vérité, je trouve que ça sert à rien. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu ce que je pense. Et en fait, j'entends ça un peu partout. Je trouve qu'il y a des débats. Alors, c'est la Coupe du Monde, hein. Il faut réussir à parler pendant plusieurs heures. Et donc, il faut trouver des thèmes à aborder. C'est pas forcément facile. Mais, euh, mais j'entends beaucoup de critiques sur Mbappé, sur son ego, sur le fait qu'il veuille tout faire en équipe de France. Euh, oui, enfin, est-ce que c'est vraiment important de faire un débat polémique sur le fait que Mbappé il tire les coups francs, les corners? Moi, j'ai envie de vous dire que Mbappé, il est à deux matchs, trois buts, que pour l'instant, c'est lui qui offensivement maintient cette équipe de France. Euh, Avec tout ce qu'il y a eu comme blessé, avec tous les absents, je vois pas trop ce qu'il y a à critiquer actuellement. Cette équipe de France, elle a gagné ses deux premiers matchs et ça aurait pu être bien pire s'ils n'avaient pas été sérieux et ils l'ont été. Donc je pense qu'il faut être positif là. Il y a pas de raison d'aller polémiquer. Et donc cet article qui sort nous expliquant que tout le groupe vit mieux depuis le départ de Benzema. Ça, c'est très français quand même. Hein. On adore faire ça. C'était un petit peu avec le cas avec Ribéry. Quand Ribéry était pas là, c'est mieux sans Ribéry. Quand Benzema est pas là, c'est mieux sans Benzema. En fait, c'est toujours mieux. Voilà, l'adage qui dit que les absents ont toujours tort. Et là, il s'applique très souvent avec l'équipe de France. Mais là, honnêtement, je suis pas le plus grand défenseur de Karim Benzema. Mais avec ce qui lui est arrivé, le gars est ballon d'or, il fait une saison extraordinaire. Et il se retrouve blessé juste avant le mondial, sachant que la Coupe du Monde, ça a toujours été délicate pour lui. C'est un joueur qui a 34 ans, il en a joué qu'une. Puisque celle-là, bon, il la jouera pas. Donc il a joué une seule Coupe du Monde à 34 ans, alors que ça fait quand même 11 ans qu'il est au Real Madrid. Je ne comprends pas pourquoi là on vient un peu le critiquer, alors qu'il a rien fait. On vient critiquer, ou on vient faire une polémique sur le fait que
sa présence en équipe de France amenait une ambiance qui était pas qui était pas la bonne. Je ne comprends pas. Après que ces deux mecs se disent qu'il est blessé et que ça laisse plus de sens de jouer, ok, mais dire que le groupe vit mieux, c'est abusé. Oui, non, mais moi, je suis le premier à avoir dit que la complémentarité en équipe de France, avec Giroud, je pense qu'elle était plus simple à gérer pour Mbappé et pour Griezmann, parce que dans le style de jeu, Benzema, il ressemble plus dans le jeu à Griezmann et Mbappé que Giroud. Et que Giroud, l'avantage qu'il a, c'est d'apporter une pointe et du physique devant. Donc sur la complémentarité, moi, j'ai pas de souci que ce soit un débat finalement footballistique et tactique. Ça me dérange pas. C'est vrai que Deschamps, du coup, il a moins de questions à se poser. Que en vrai, si ça n'avait pas marché le premier match avec Benzema, peut-être qu'il y a beaucoup de questions qui seraient posées du fait qu'il y ait Giroud. C'est vrai que l'absence de Benzema, elle retire à ce niveau-là une épine dans le pied à Deschamps, qui n'en est pas vraiment une, parce que il est, à mon avis, plus plausible que avec Benzema, ça se passe encore mieux face à l'Australie. Mais que d'un point de vue tactique, ça soit discutable, ok. Mais là, nous dire le groupe vit mieux, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce qu'il faut aller au bout des choses. Soit Benzema c'est un connard et il fout une ambiance de merde en équipe de France et tant mieux qu'il soit pas là. Et dans ce cas-là, faut le dire clairement. Il faut pas le laisser sous-entendre. Euh, Soit on fait un papier pour faire un papier. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment le travail, enfin le travail du journaliste, c'est de transmettre des informations qui sont vérifiées et qui ont une importance sur la compétition. Là, nous dire que le groupe vit mieux. Bon. Alors oui, on nous a dit qu'il n'y a que Marcus Thuram qui est venu le voir quand il est revenu de la clinique. On a eu uniquement, c'est vrai que je crois qu'il n'y a que Aurélien Tchouameni qui est venu dire que c'était totalement faux, sachant que Tchouameni joue au Real Madrid, bon, c'est un petit peu de la com aussi, c'est à peu près logique. Je sais pas trop si ce qu'en ont dit les autres, euh, mais le groupe vit mieux, je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Je pense que c'est quand même salir un mec. Parce que là, c'est quand même ça le salit. Hein. Là, c'est revenir un petit peu sur. Rappelez-vous de l'affaire de Valbuena. Regardez ce que Benzema a fait. C'est pour ça qu'il n'était pas à la Coupe du Monde. Maintenant, il est blessé. Enfin, il n'est pas là. Vous avez vu, ça se passe mieux. C'est encore venir cracher un peu sur Karim Benzema. Alors, autant il y a des fois où peut-être qu'il méritait un petit peu l'acharnement qu'il a vécu. Autant là, c'est vraiment lui tirer dessus gratuitement, quoi, sans aucune raison. Et je trouve ça vraiment abusé. Euh, il a rien fait, le gars. Il est juste pas là. Voilà. Son seul défaut, c'est de s'être blessé. Et je trouve ça ouais, petit de la part du journal de l'équipe qui nous a habitués à mieux en termes de une. Et à sortir ça la veille d'un match. euh, Sachant que l'info, elle va être relayée, sachant que les joueurs vont en entendre parler, sachant que le staff va en entendre parler. Enfin, je trouve que ça, enfin, c'est même pas la veille d'un match, c'est le matin d'un match. Je trouve ça vraiment déstabilisant. Salut Real Toumami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Enfin voilà, j'ai trouvé cette une dégueulasse, indigne d'un journal comme l'équipe. Et puis surtout, je trouve que l'article va pas en profondeur, nous explique pas vraiment. Enfin, elle essaye, bah, ils atténuent le truc en disant que certains joueurs étaient inhibés par la présence de Benzema. Euh, Bah écoutez, je sais pas moi, comment ça ils sont pas, ils sont et du coup la présence de Varane qui a gagné plusieurs fois Ligue des Champions, la présence de Griezmann qui est champion du monde, la présence de Kylian Mbappé, est-ce que c'est pas mieux? Moi je crois que ça voulait presque dire, après c'est mon analyse, mais je crois que ça voulait presque dire, le fait que Benzema soit pas là, ça permet à Kylian Mbappé d'être plus libre, d'être le numéro un, et du coup c'est peut-être ça qui mettrait une bonne ambiance. C'est peut-être il y a peut-être même un tac caché à Kylian Mbappé, euh, avec tout ce qu'on entend sur lui. J'ai envie de dire, il faudrait qu'on soit plutôt satisfait d'avoir un joueur comme Kylian Mbappé, hein, d'avoir un mec capable de nous sortir de situations merdiques. Parce que avant le but de Mbappé, ce match, il est pas terrible. Hein. Enfin, il est pas terrible en termes de contenu, c'est pas extraordinaire. On se crée pas non plus 250 occasions. C'est un match qui se joue au milieu de terrain, qui est âpre physiquement, mais heureusement qu'on a un mec comme Kylian Mbappé capable de débloquer la situation et de venir mettre deux buts, parce que
parce que sans lui, ça serait pas la même équipe. Donc voilà, bon, c'était le petit point, je j'ai pas aimé ça, je trouve que ça sert à rien, mais on va parler plus football, et on va aborder d'ailleurs les potentiels adversaires de l'équipe de France lors des huitièmes de finale, et ça c'est un peu plus important. Mais avant tout ça, je vais juste conclure rapidement, parce que le prochain match c'est face à la Tunisie, on appelle ça le match des coiffeurs. Donc on peut se poser un petit peu les questions de ce que va faire Didier Deschamps. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut laisser la même équipe pour laisser une dynamique? Puisque c'est une équipe qui gagne, il faut continuer à donner de temps de jeu à ses joueurs pour qu'ils soient en rythme. Ou alors est-ce qu'il faut faire plusieurs changements pour faire reposer les cadres et laisser un peu plus de temps de jeu aux, et surtout permettre aux joueurs d'être impliqués, à ceux qui n'ont pas encore joué. Donc du coup, je sais pas trop. Moi, je suis plutôt du principe d'essayer d'impliquer un maximum de joueurs, sachant qu'il n'y a pas grand-chose à perdre sur ce match face à la Tunisie. On pourrait certainement voir comme un titulaire, Marcus Thuram devant, ça me choquerait pas. J'aimerais bien voir Kamavinga. Je sais pas pourquoi Kamavinga, il a pas. Visiblement, il est quatrième dans l'esprit de Didier Deschamps. Ça, c'est peut-être le seul point où je suis pas d'accord avec Didier Deschamps, moi. C'est Eduardo Camavinga. Je comprends pas pourquoi il. Alors, je sais qu'il était un petit peu blessé, mais j'espère que le voir lors du troisième match. Et puis, il va falloir aussi préserver un petit peu Théo Hernandez, hein, parce que Théo Hernandez, il nous a fait deux beaux matchs. On sait que psychologiquement, avec ce qui lui est arrivé, la blessure de son frère, ça doit pas être simple. Et on n'a plus personne derrière, hein. Donc Théo Hernandez, attention à pas le cramer. Et surtout à éviter qu'il se blesse. Donc voilà, s'il y a un joueur que je mettrais sur le banc, c'est lui. Je vous avoue que Raphaël Varane, je lui donnerai un petit peu de temps de jeu en plus, mais dans la charnière avec Konaté, puisque pour alterner un petit peu avec Upamecano. Gendouzi titulaire, voilà, ça je savais. Mais Gendouzi, non, qu'on le laisse sur le banc, lui, c'est très bien. C'est très bien, Gendouzi. Il a où il est parfaitement bien. Il embête personne. J'ai pas. Je pense pas qu'il soit logique de mettre Gendouzi si on met pas Fofana et Kamavinga. Voilà. Donc Gendouzi, laissez-le avec ses grands cheveux sur le banc. Il se porte très bien là-bas avec son ami Verretou. Voilà. Ils jouent à FIFA ensemble. Ils mettent un petit peu d'ambiance sûrement dans le vestiaire. Voilà, c'est très bien. Faut pas changer les choses. Enfin voilà. On verra bien ce que nous réserve Didier Deschamps pour ce match face à la Tunisie, qu'il ne faut pas prendre à la légère, hein, parce que la Tunisie, elle est pas encore éliminée de cette Coupe du Monde. Et elle va jouer ce match à fond, et on l'a vu que face aux Danois, ça avait été une équipe qui avait été compliquée à bouger, qui en plus une équipe qui avait proposé du jeu. Donc voilà, faut pas non plus penser que ça va être un match gagné d'avance et que tout va bien se passer. On en a fini pour la page équipe de France, et maintenant on va vous parler de l'Australie. Le thème numéro 2, qui est un thème assez important, parce que c'est des futurs adversaires, hein, potentiels. Et alors là, vous allez voir que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette Australie. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui nous fait le tonton Scaloni, hein. Il est possible que Kamavinga joue arrière gauche contre la Tunisie. Euh, ouais, c'est possible. Ça serait bizarre, hein. Je t'avoue que je pense qu'il y a plus de chances de voir un Koundé à gauche et un Pavard à droite que voir Kamavinga arrière gauche. Enfin, ce serait du gâchis. Enfin, c'est pas un jeu. À mon sens, il n'est pas arrière gauche, mais bon, on verra bien. Mais bon, parlons un petit peu de cette équipe d'Argentine, parce que ça, on se rappelle quand même que cette équipe qui a perdu son premier match contre l'Arabie Saoudite, elle jouait sa peau, et elle a joué vraiment face au Mexique. Et elle s'en sort par miracle, hein. Par miracle. Mais tactiquement, il y a tellement de choses à en dire que je vais vous donner la compo. Donc on avait Emiliano Martinez au but, une défense à 4, donc avec Acuna à gauche, Martinez, Otamendi et Montiel. Là, on nous met un 4-4-2, mais vous allez voir que c'était pas exactement ça. On avait McAllister, Rodriguez et De Paul au milieu de terrain, Di Maria, Messi et Martinez pour la partie offensive. En vrai, c'est pas du tout le schéma dans lequel a évolué l'équipe d'Argentine. Moi, je vais vous mettre un petit peu une petite planche tactique là, vite fait, pour qu'on parle un petit peu de ce qu'on a vu. Donc cette équipe d'Argentine, attendez, on vire ça parce que ça sert à rien. Voilà, on va mettre le ballon là. En fait, elle jouait plutôt, alors on va prendre ça, donc Martinez au but.
on avait pratiquement une défense à 5, vous allez voir. Parce qu'en fait, vous avez Otamendi qui était là, vous aviez Montiel et Acuna qui jouaient là, et en fait, Guido Rodriguez qui jouait lui en 6. Ouais, je comprends pas de Paul titulaire, t'inquiète pas, j'en parle tout de suite. Il jouait, il rentrait souvent, en fait, il était pratiquement en phase défensive, en tout cas, il était dans une défense à 3 puisqu'il se plaçait toujours entre Lautaro Martinez et Otamendi. Et en phase offensive, bah, il a jamais dépassé cette zone, hein. Lui, faut pas lui demander de sortir du rond central ou de l'axe du terrain. Lui, je crois que vraiment, il a une barrière, voilà, elle est là, cette barrière. Hop, il peut pas passer. S'il dépasse ici, il perd une vie ou je sais pas. C'est très bizarre ce joueur. Vous comprendrez que j'ai pas trop aimé sa prestation. On avait donc Di Maria là, Lionel Messi en 10 et Lautaro Martinez seul devant. Alors qu'est-ce qui me déplaît dans, dans ces choix? La première chose qui est positive, parce que je vais mettre du positif avant de dézinguer Scaloni. La première chose positive, c'est qu'il n'y a plus Leandro Paredes. Bon, déjà, il avait déjà quand même compris un petit peu que Paredes, il fallait, un peu comme Guendouzi, le mettre au placard, et que quand il n'est pas là, ça va mieux. Mais il a changé Romero et attendez, je vous remets la compo. Il a mis Martinez, il a enlevé Romero. Bon, vu le premier match de Romero, pourquoi pas. Il a changé ses deux latéraux puisqu'il a enlevé Molina et Tagliafico. Il a mis Acuna et Montiel. Et puis il a mis McAllister donc au milieu de terrain. McAllister qui remplaçait Papou Gomez, qui avait lui joué ailier gauche. Mais ce schéma-là, il était quand même pas extraordinaire, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le positionnement de Guido Rodriguez. Lui, je vous l'ai dit, il a joué très souvent à l'intérieur de la défense centrale. Donc ça fait déjà que votre milieu de terrain, bah, il n'existe pas vraiment. Sachant que lui, c'était la sentinelle. En plus, dans la relance, c'est un gars qui prend vraiment aucun risque, hein. Et voilà, c'est des passes très courtes. Soit latéral, soit il va donner à De Paul et à McAllister, mais alors lui demander de lui casser une ligne, c'est pas possible, c'est trop pour lui. Donc il n'a pas apporté grand chose. Ça, c'était le premier point. Ensuite, son milieu de terrain, Rodrigo De Paul. Voilà, et Christophe, je vais en parler parce que Rodrigo De Paul, je ne comprends pas ce que ce joueur fait là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il est là. C'est un joueur qui ne fait aucune différence. Alors juste, de temps en temps, il pousse, il met un crochet, il accélère. Parce qu'il va un peu plus vite que son adversaire. Mais alors, ça ne sert à rien. Jamais. Il fait pas une différence. Ni par la passe, ni par le dribble, ni dans l'aération du jeu. Ce joueur ne sert à rien et il a été catastrophique. Ça fait 2 matchs qu'il est catastrophique. Et voilà. Et donc quand je vous dis Deschamps, lui, il vous met ce qu'il y a de mieux. Et bah Scaloni, il fait pas ce qu'il y a de mieux. Parce que dès qu'il a fait des changements, et bah tout de suite son équipe ça a été mieux. Mais on va y revenir juste après. Autre point qui m'embête, le positionnement de Lautaro Martinez. J'ai envie de dire, est-ce que Lionel Scaloni, il regarde les matchs de foot? Parce que moi, Lautaro Martinez, il joue à l'Inter Milan. Ça fait 3 saisons qu'il joue à l'Inter Milan. Il ne joue jamais tout seul devant. Jamais. Il y a soit Lukaku, soit Dzeko avec lui, tout le temps. Et c'est là où il est le plus performant. Alors c'est sûr que si vous mettez Lautaro Martinez, qui est un joueur qui a besoin d'espace, qui a besoin de reculer pour venir chercher les ballons, puis porter le ballon et aller percuter, si vous le mettez seul devant, en plus face à une défense mexicaine qui était très regroupée, parce qu'on on va en parler un petit peu du Mexique, mais face à une défense qui est très regroupée, Lautaro Martinez, il vous sert à rien. Et il a servi à rien, il a été fantomatique, mais c'est pas de sa faute, c'est pas son jeu. En fait, vous demandez à Lautaro Martinez de jouer comme Giroud, ou de jouer comme Lukaku, ou comme Dzeko. Vous avez vu, c'est bizarre quand même, ces trois types de joueurs, ils ont comme point commun d'être des joueurs qui sont très grands, bons de la tête, physiques, et qui pèsent sur une défense. Si vous mettez là, c'est comme si vous mettez Antoine Griezmann à la place de Lautaro Martinez tout seul devant, c'est impossible que ça fonctionne. Et Scaloni, bah, il le fait sur les 2 matchs. Donc pour moi, c'est un vrai problème. Et puis, bon, il fait des changements. Et alors, en termes de changements, il sort Lautaro Martinez. Il fait rentrer le petit jeune de Manchester City qui a fait une bonne rentrée. Son nom m'échappe, là, ça me revient pas. Je suis fatigué. Mais le petit jeune de Manchester City, comment il s'appelle? Quelqu'un peut m'aider? Comment il s'appelle? Ah, son nom ne me reviendra pas. Bon. En tout cas, l'avant-centre de Manchester City qui a fait une plutôt bonne rentrée, qui est un joueur qui est un vrai avant-centre, qui court un peu plus et qui est plus habitué à aller au contact de la défense. Mais
Mais ouais, il y a des vrais problèmes. Et puis, bon, ce système en 3-5-2, il n'a pas non plus fonctionné parce que les latéraux, ils n'ont pas été terribles. Montiel, je sais pas, il veut pas monter, le gars. Voilà. Il s'appelle Montiel, mais en fait, non, il est resté là. Le maximum, il a été jusqu'ici. Après, pareil, je pense qu'il doit y avoir une barrière psychologique ou physique qui l'interdit d'aller plus loin. Donc, quand on a un piston qui monte pas, bah, c'est compliqué. De l'autre côté, Acuna, bon, je vous en ai parlé d'Acuna, le mec joue latéral ou piston, il jouait ailier, il était déjà pas bon. Alvarez, merci. Julian Alvarez. Ça m'avait échappé. Très bon joueur d'ailleurs, ce petit Julian Alvarez. Mais Acuna, bah, il faut pas lui demander non plus de faire quoi que ce soit. Ni défensivement, ni offensivement. Enfin, voilà, il y a trop de joueurs qui n'ont rien à faire là dans cette équipe. Et du coup, on a 70 minutes d'un match qui est vraiment monotone. Franchement, un seul rythme. Ça ne bouge pas. C'est une équipe en plus mexicaine qui est venue pour défendre, qui elle avait à jouer avec 4 lignes, avec 4 défenseurs, 5 milieux de terrain extrêmement défensifs. Un Lionel Messi qui a été pro au marquage constamment. D'abord par Héctor Herrera, puis par Eric Gutiérrez qui est rentré en deuxième mi-temps. Mais en tout cas, voilà, il y avait un marquage individuel de Lionel Messi. Et du coup, bah, c'est vrai que lui, c'est extrêmement difficile pour lui d'essayer de faire des différences parce qu'il a un joueur et souvent il y a un deux, voire trois joueurs qui viennent fermer. Donc voilà, le schéma il est pas bon. En plus, Di Maria, ouais, il n'a pas été extraordinaire non plus, même si ça a été le seul joueur qui a percuté. Ça, c'était indigne presque de cette équipe d'Argentine. Et justement, je vais vous parler de ce qu'il y a sur le banc. Quand on voit ce qu'il y a sur le banc, moi je ne comprends pas les choix de cet entraîneur. Le petit Enzo Fernandez pépite. Ouais, bah, on va en parler. Et si l'Argentine est notre adversaire en huitième, ils peuvent très bien continuer comme ça. Bah ouais, ça nous arrangerait bien. C'est vrai qu'il... Voilà, ne changez pas grand-chose les Argentins. Restez bien clacos comme vous l'avez été pendant 70 minutes, voire 80. C'est très bien comme ça. Mais quand on sait ce qu'il y a sur le banc, enfin, sur le banc argentin, vous avez quand même Paulo Dybala, en termes de création. Parce que là, il manque des créateurs, il manque des joueurs qui soient capables de faire des différences et de libérer de l'espace à Lionel Messi. Mais Paulo Dybala, il n'a pas joué de la Coupe du Monde. Enfin, je sais pas ce qu'il y a avec ce joueur, parce qu'en plus, c'est pas qu'avec Scaloni. Hein. Ça fait 3-4 entraîneurs qui prennent l'Argentine et qui ne le font jamais jouer. Paulo Dybala en Italie, avec la Juve, c'est peut-être le meilleur Turinois de la saison dernière, alors que la Juve prenait l'eau. À la Roma, il fait un bon début de saison. Enfin, c'est pas possible qu'il joue pas. Il y a le petit jeune Thiago Almada dont je vous ai parlé, qui joue aux États-Unis. Pareil, c'est un milieu de terrain créateur qui est capable de faire des différences. Alors bien sûr, il y a Lionel Messi dans l'axe, et bien sûr qu'il vaut mieux pas ramener trop de joueurs pour pas qu'on se retrouve avec un milieu de terrain, voilà, comme ça, où finalement les mecs ramènent les défenseurs dans l'axe et bloquent et gênent encore plus Lionel Messi. Mais quand même, il y a des situations. Lionel Messi, moi, je le vois avec le Paris Saint-Germain, je vois avec Neymar. Il joue comme ça, voilà, deux numéros 10. Neymar côté gauche, Messi plutôt côté droit. Et ils arrivent à se trouver, ils arrivent à créer des différences. Donc c'est pas impossible de mettre Paulo Dybala ici. A contrario de la France, tu te rends compte qu'il n'y a pas un truc en plus avec l'Argentine. Si t'enlèves Messi, pas certain que ça fonctionne. Mais si t'enlèves Messi, il n'y a rien. Je vais te dire la vérité, si tu enlèves Messi, hier, s'il n'y a pas Lionel Messi, cette Argentine, elle est éliminée. Enfin, en tout cas, elle ne gagne pas son match. Mais enfin voilà, donc il y a vraiment des possibilités. Et puis le milieu de terrain, ouais, le petit Enzo Fernandez, on va en parler, je vous l'ai dit, avant la Coupe du Monde. Je vous ai dit, ce gars-là ne sera pas titulaire. Pourquoi? Parce que Lionel Scaloni, c'est quand même une saucisse, hein, qui ne regarde pas les matchs, visiblement. Donc Lionel Scaloni, mais pas Enzo Fernandez, il ne se rend pas compte que ce joueur, il est vraiment d'un niveau autre. Quand on prend Paredes, De Paul ou Guido Rodriguez, même McAllister, c'est pas que ce soit un mauvais joueur, mais qu'est-ce qu'il vous a apporté sur ce match? Rien, on l'a pas vu. Alors qu'on a le petit Enzo Fernandez. Alors c'est bizarre, hein, dès qu'il rentre Enzo Fernandez, ah bah c'est sûr que là il court déjà. Il court pas dans le vide comme Rodrigo De Paul. Il vient récupérer des ballons. Il joue simple. Il essaie de trouver Lionel Messi dans les bonnes conditions. Il aère le jeu. Et puis bah, il se projette Enzo Fernandez. Et du coup sur le deuxième but, il met un but qui est formidable. Il met un but pratiquement délié, c'est-à-dire qu'il se projette dans la surface adverse, passement de jambe, il se décale sur le côté droit et il envoie ça dans la lucarne, impeccable. Voilà, ça fait 2-0 pour l'Argentine, mais c'est miraculeux parce que le premier but, j'en ai pas parlé, mais le premier but, c'est le seul moment du match où Lionel Messi il est un petit peu libre.
Et c'est là où là on va parler, parce que là je parle un peu d'Enzo Fernandez, et que j'ai trouvé très bon, et il va être titulaire le prochain match, comme je vous l'avais dit. Plus l'Argentine va aller loin, plus Enzo Fernandez sera titulaire. Donc voilà, au moins vous pouvez être sûr que quand je vous parle d'un joueur, je vous raconte pas de saucisses, parce que le petit Enzo, bah, vous rendez bien compte qu'il commence à être important. Et je vous ai prévenu qu'il allait être titulaire, et il va l'être. Ça maintenant j'en suis quasiment persuadé. S'il l'est pas, je vais en Argentine. Et je prendrai une Schlecka avec moi pour la mettre dans l'œil de Lionel Scaloni, pour voir si avec des lunettes après ça se passe mieux, parce que sinon je ne comprends pas. Mais voilà. Et sur le but argentin, la délivrance, elle vient de Messi. Enfin voilà, c'est extraordinaire. Ces joueurs-là, c'est comme... enfin voilà, c'est Ronaldo et Messi, c'est deux joueurs qui sont hors normes, parce que quand vous jouez dans une équipe où ces gars-là sont, vous les prenez au marquage individuel, vous savez qu'il faut les empêcher de jouer, donc vous allez les bloquer, vous allez tout faire pour qu'ils aient pas le moindre espace. Et malgré ça, malgré qu'on sache tout ça, parce que tout le monde le sait, moi je le sais, vous le savez, tous les sélectionneurs du monde le savent, tous les joueurs adverses le savent, et même le balayeur des rues qui est à l'extérieur du stade, il est au courant qu'il faut pas laisser d'espace à Lionel Messi. Et pourtant, pourtant, voilà, c'est un génie. C'est un génie. Il arrive à trouver la seule occasion qu'il a du match. Il met une frappe, voilà, elle est rasante. Et Memo Ochoa, il peut rien faire. Et bravo à Lionel Messi, parce que c'est extraordinaire ce qu'il fait. Et je vous dis, c'est pas le joueur que j'ai le préféré dans toute sa carrière, parce qu'il était souvent dans l'équipe adverse et qu'il y a eu toujours ce duel Ronaldo-Messi et que j'étais plutôt pro-Ronaldo. Je suis toujours d'ailleurs, mais Messi quand même. Enfin, c'est fou de réussir à faire ça en Coupe du Monde, c'est fou de réussir ça alors que ton équipe elle est au pied du mur, que c'est ta dernière Coupe du Monde, que c'est ta dernière chance de la remporter et que ça commence en plus super mal. Et que là, pendant 75 minutes, tu tombes face à une équipe du Mexique avec un bloc ultra serré. Franchement, le Mexique-Ghana, c'était même combat, hein. Les mecs sont venus pour accrocher un match nul et plus ou moins éliminer l'Argentine. En se disant que le dernier match, ils jouent l'Arabie Saoudite et que voilà, ils arriveraient à gagner, ils finiraient premier du groupe. Donc eux, ils sont venus chercher un vieux match nul. C'était pas beau pour le football. Mais voilà, il y a Messi. Il y a Messi, et Messi, avec Ronaldo, c'est les GOAT, quoi. Et ce qu'il fait, c'est super impressionnant. Et je suis très content pour lui, je suis très content pour l'Argentine, parce que vraiment, j'avais pas envie de les voir sortir sur un premier tour même. Et puis, ça serait, moi je vous dis, un match à équipe de France-Argentine en huitième de finale, ça nous rappellerait un petit peu la Coupe du Monde 2018. Et puis au niveau de l'Argentine actuellement, l'équipe de France elle est largement supérieure, donc ce serait pas non plus un mauvais adversaire. Voilà, ça c'était pour les Argentins. J'attends de la part de Scaloni de nombreux changements. Et puis on va parler un petit peu du Mexique quand même, parce que le Mexique, hein, j'avais vu je crois que c'est Didier, Dédé Gignac. Est-ce que j'ai la compo du Mexique? J'ai même pas la compo, les mecs les respectent pas, ils m'ont même pas mis la compo du Mexique. Est-ce que... Non, j'ai pas la compo du Mexique. Bon, bah écoutez, le Mexique, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vu tactiquement, vu qu'on n'a pas de compo, et que j'ai la flemme de la chercher. Mais en tout cas, voilà, ça a été une équipe extrêmement défensive. Il y avait que Lozano et Vega qui étaient un peu plus offensifs. Et le petit Vega que je trouve pas mal, hein, pour un attaquant, il va récupérer, il arrive à aller au duel, malgré qu'il soit pas très grand, c'est quand même un joueur qui protège bien son ballon, qui va assez vite. J'ai bien aimé ça, mais à part lui et Lozano qui étaient un petit peu plus avancés que les autres, le reste c'était deux lignes bien regroupées, qui en plus il n'y avait pas une adversité énorme du côté argentin avant le but de Messi. Ouais, c'est décevant que ces équipes jouent pas. J'ai pas apprécié ce match. Voilà, j'ai pas vraiment apprécié ce match. Et les Mexicains en sont en grande partie responsables. Et ça m'a fait me dire un truc, mais je vais vous en parler à la fin du live, parce que ça, c'est un petit point auquel j'avais jamais pensé. Mais une règle du football qui pourrait être modifiée sans qu'il y ait trop de difficultés, et qui, à mon sens, pourrait être vraiment intéressante pendant les Coupes du Monde, et même en Ligue, même en Ligue des Champions, voire en championnat. Mais je vous en parlerai en fin de live, parce que ça, pour le coup, j'aimerais bien avoir votre avis à ce niveau-là. Voilà pour l'Argentine. Bon, ils sont pas encore sauvés, hein. Ils sont pas encore sauvés. Parce qu'il faut jouer la Pologne. Que la Pologne a battu l'Arabie Saoudite
une équipe d'Arabie Saoudite qui n'a pas réussi à réaliser l'exploit une deuxième fois de remporter son match face à une équipe qui lui était normalement supérieure. On a vu le premier but de Lewandowski, et ça fait plaisir quand même pour Lewandowski. Moi j'avais envie qu'il marque. Voilà. Donc Lewandowski donne le premier but pour Zelensky et il met son premier but en Coupe du Monde. Voilà, il y a des joueurs qu'on a envie de voir marquer en Coupe du Monde. Et Lewandowski, bah moi, il faisait partie de ces joueurs-là, donc je suis très content pour lui. Et donc l'Argentine, ouais, elle va jouer la Pologne. Et c'est pas dit que l'Argentine elle finisse premier du groupe. Il va falloir battre les Polonais. Il va falloir voir ce qui se passe du côté du Mexique face à l'Arabie Saoudite, parce qu'ils sont pas encore qualifiés. Ça peut être compliqué. Voilà pour la partie entre l'Argentine et le Mexique. Et puis on va débriefer un troisième match. Après, on parlera un petit peu de ce qui s'est passé dans les autres rencontres, notamment de ce petit Belgique-Maroc. Mais le temps avance, donc on va parler rapidement de cette Allemagne. Attendez, il faut que. Hop là. Il faut que je renouvelle parce que je crois qu'il n'y avait pas les compos. Hop, voilà. On va parler un petit peu de l'Allemagne et de l'Espagne. C'était le gros match. Franchement, c'était pratiquement le plus gros match de ce début de Coupe du Monde. Je pense que dans la phase de groupe, il n'y aura pas un plus gros match que ça. L'Allemagne qui jouait sa place, hein. Alors, ils n'étaient pas éliminés même avec une défaite, puisque le Japon a perdu. Bizarrement d'ailleurs, cette équipe du Japon qui perd contre le Costa Rica qui en avait pris 7. Enfin voilà, ce groupe, cette Coupe du Monde, elle est un peu folle. Tout le monde peut battre tout le monde. Mais on en parlera juste après des Japonais. Mais cette équipe d'Espagne, donc il n'y avait pas de changement, je crois, par rapport au premier match. Sauf que c'était pas Spilicueta, c'était Carvaral. Donc la compo est pas bonne, mais je vous la donne. Un axe Rodri Laporte, Jordi Alba côté gauche, le milieu de terrain, Busquets, Gavi, Pedri, c'est le milieu de terrain du FC Barcelone. Et puis devant, Dani Olmo, Asensio et Ferran Torres. Côté allemand, on avait oui, ça c'est la bonne compo, sauf que Kehrer y jouait côté droit. Donc Neuer, Kehrer, Rudiger, Süle, Rome pour la défense. Au milieu de terrain, Goretzka, Kimmich à la récupération avec Gundogan un petit peu plus avancé, Musiala, Gnabry et Thomas Müller avançant. Donc avec la sortie de Kai Havertz et la rentrée de Leon Goretzka et puis la sortie de Schlotterbeck qui avait complètement raté son premier match et la rentrée de Thilo Kehrer côté droit. Cette équipe d'Allemagne, eh ben, elle a bien galéré face aux Espagnols. Une équipe d'Espagne qui a fait franchement, ils prennent le but en fin de match à la 85e, mais elle a maîtrisé l'ensemble de la rencontre. Cette équipe d'Espagne, elle est quand même voilà, impressionnante. Je vous avoue que je suis plutôt surpris de l'avoir à ce niveau-là, parce que elle était dans le groupe de la Nation League du Portugal, donc je les ai vus pas mal jouer cette année. Et je les avais vus perdre contre la Suisse chez eux. J'avais vu le match nul du Portugal en Espagne, où l'Espagne s'en tirait très bien. Je l'avais vu le dernier match, donc où elle bat le Portugal à la dernière minute sur un but de Nico Williams. Mais franchement, dans le jeu, c'était pas ça. Et puis depuis le début de cette Coupe du Monde, enfin sur ces deux premiers matchs, elle nous montre qu'elle est vraiment en forme. Ça redouble les passes constamment. C'est un milieu de terrain qui contrôle le jeu. Enfin, c'est assez impressionnant hein. En termes de football. Voilà, on retrouve l'Espagne un petit peu de 2010, cette Espagne ou du Barça, du Barça de Guardiola. Luis Enrique, c'est son style de jeu aussi. Il l'applique très bien. Et c'est vrai que cette Espagne, elle joue. Enfin voilà, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Vous avez le ballon à. Je crois que la possession de balle, c'est 70-75% sur ce match. Face à l'Allemagne, quand même. C'est pas donné à tout le monde hein, d'avoir autant de possession de balle face à une équipe d'Allemagne. Même une équipe d'Allemagne un petit peu en difficulté. Mais cette équipe d'Espagne, elle a très très bien fait. Et c'était assez impressionnant. Maintenant, il y a quand même quelques petits points sur lesquels je continue de m'interroger. Moi, notamment, cet axe Laporte-Rodri. Rodri, moi, je l'ai trouvé quand même en difficulté. Hein. Je l'ai trouvé en difficulté à plusieurs reprises. Attendez, je vous lis un petit peu. Excellente entrée de Mané, on va en parler. De Sané, pardon. Mané, non, il est blessé. Mais il joue avec eux, normalement. Et, excellente entrée de Sané. Müller, il est plus au niveau sérieux. Le milieu est très serein, balle au pied. Ça, c'est pour les Espagnols, je suppose.
Voilà. Donc, et les Allemands s'en sont bien sortis, ça, clairement. Mais ouais, cet axe central, Laporte Rodri, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par Rodri, parce que c'est pas un défenseur central. Et que du coup, ça se voit sur plusieurs actions où il est en retard. Pas parce qu'il est lent, mais parce qu'il n'a pas l'habitude d'aller couper les trajectoires de balles, notamment sur les centres. Euh, il est mal placé parce que c'est pas son poste. Et j'ai quand même des doutes, moi, sur cette défense centrale. Voilà. Donc, Rodri, Laporte, je suis pas convaincu. Et puis le milieu de terrain, franchement, rien à dire. Gavi, il a fait un match monstrueux. Busquets, il a été présent comme il sait faire, hein. Il a mis quelques coups, il a gratté des ballons. Puis c'est l'organisateur du jeu, celui qui perd pas de balle, qui sait quand il faut aller vers l'avant, quand est-ce qu'il faut aller, quand il faut revenir en arrière. Pedri, c'est pareil, comme Gavi, il a fait un très bon match. Avec Torres et Olmo, c'est voilà, ouais, quand vous êtes espagnol et que vous avez le ballon, vous avez 3 4 5 possibilités sans prendre de risques inconsidérés. Et puis ce que j'aime bien avec ces 4-là, là, Olmo, Gavi, Pedri, Ferran Torres, et je pourrais presque mettre Asensio, c'est que c'est des joueurs qui dézonent constamment et donc qui se retrouvent très souvent entre les lignes. Et c'est extrêmement compliqué de défendre face à une équipe qui bouge tout le temps. Parce que ça décroche. Il y en a un qui décroche, il y en a un autre qui part dans le dos. Et ça le fait constamment, et ça le fait de chaque côté. Donc ça, tactiquement, c'est vraiment très compliqué à gérer pour n'importe quelle équipe. Et l'Allemagne, elle a vraiment eu du mal à le faire, d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle a très peu touché le ballon. On peut dire merci côté allemand à Manuel Neuer, notamment sur la première frappe de Dani Olmo qui finit sur la barre, où c'est un arrêt exceptionnel de Neuer, parce que sur la frappe de Dani Olmo, elle passe entre les jambes je crois que c'est Kehrer ou de Rudiger, et il la voit à la dernière minute et il fait un arrêt qui est juste monstrueux. Et si l'Espagne avait marqué plus tôt dans ce match, je donne pas très cher de la peau de nos amis allemands. Heureusement pour eux, ils ont été sauvés par Neuer. Et puis oui, le dernier point sur lequel l'équipe d'Espagne, il faut qu'elle fasse attention, parce que là, je vante toutes ses qualités, mais sur coup de pied arrêté, attention aux Espagnols quand même, sur corner ou sur coup franc. On, on sent que voilà, il y a trois joueurs qui peuvent jouer les duels aériens, mais face à une équipe qui est physique, avec beaucoup de joueurs de tête, ça peut être compliqué sur ces phases-là. Côté allemand, ouais, quelques déceptions. Déjà, les gars, Thilo Kehrer, comment ce joueur-là peut être à la Coupe du Monde? Franchement, c'est pareil. Enfin, Thilo Kehrer, il est catastrophique. Il a été catastrophique encore ce soir. Dani Olmo, il lui a tout fait. Jordi Alba aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, le premier but, il vient de son côté. Hein, c'est pas anodin. C'est Alba qui il passe entre Kehrer et Sule, donc à peu près par là, et qui déborde, qui centre enfin, c'est un centre en profondeur, hein, c'est pas un centre, il a pas débordé, c'est un centre en profondeur pour, comment il s'appelle, Morata, qui vient couper la trajectoire comme il faut. Mais Kehrer, oui, il a rien à faire là, il a pas le niveau pour cette Coupe du Monde. Déjà avec le PSG, il jouait très peu et il était très mauvais. Et puis au-delà de ça, à West Ham, ça se passe pas bien non plus. Donc je comprends pas que les Allemands aient pas mieux que Kehrer ou Klostermann, parce que Klostermann, ouais, il a été blessé, et puis c'est plutôt un défenseur central. Enfin, voilà, un peu compliqué. Et puis je suis un petit peu déçu aussi de Gundogan, et d'ailleurs c'est bizarre. Alors je sais pas s'il y a que moi qui voit ces choses-là, mais qu'est-ce qui se passe avec les joueurs de Manchester City? Ils sont tous, vraiment, pratiquement tous, largement en dessous de leur niveau pendant cette compétition. Enfin, je vais vous parler de Cancelo avec le Portugal, Ruben Dias, il n'a pas fait un match extraordinaire. Comment il s'appelle, Stones avec les Anglais, c'est pas terrible. Nathan Ake avec les Pays-Bas, c'est pas extraordinaire. Gundogan, franchement, aujourd'hui, par rapport à ce qu'il fait à Manchester City, on l'a quasiment pas vu. Bernardo Silva, c'est pas terrible. De Bruyne, il est fantomatique depuis le début de cette Coupe du Monde. Je sais pas ce qui se passe. Genre, tous les mecs de Manchester City, bah, rien. Cette Coupe du Monde, ils ne font rien. Je sais pas si c'est que mon analyse. Alors, soit ils ont. Alors, il n'y a pas Pep. Voilà, ça peut être une des options. En effet, il n'y a pas Pep Guardiola. Et donc. Et y a pas ils n'ont pas tout le monde, tous les mêmes joueurs autour d'eux. Donc, ça, c'est possible. Ou alors, ils sont morts. Ils sont morts physiquement. Parce que le début de saison de Manchester City, il a été. Voilà, ils ont énormément joué. En plus, Guardiola, il n'a pas
tellement fait tourner en ce début de saison, parce qu'il y a eu des blessures notamment derrière. Mais je comprends pas. Je comprends pas le niveau de ces joueurs-là. J'ai bien aimé Kimmich qui a fait un bon match côté allemand. Et franchement, il y a que offensivement, ils ont que Moussiala. Moussiala, il est vraiment très fort. Lui, le petit, pareil, hein, lui, il faut le mettre en avant. C'est le seul joueur capable de déborder, capable de créer des différences. D'ailleurs, sur le premier but, enfin sur le seul but allemand, c'est lui hein, qui fait la différence. Après, l'attaquant dont j'ai oublié le nom, puisque je vous avoue, je le connais pas. Haaland, grosse Coupe du Monde, tu rigoles. Ouais, exactement. Haaland, il a été monstrueux. Mais du coup, le petit Moussiala, ouais, c'est lui qui se crée l'action tout seul et qui permet l'égalisation allemande. D'ailleurs, il aurait dû même marquer un but parce qu'à un moment, il se retrouve totalement seul et Unai Simon, il fait un arrêt incroyable. Mais Moussiala, il tente une frappe forte cadrée à mi-hauteur alors que franchement, il a le temps de la placer. Donc, c'est un petit peu le défaut, le seul défaut sur ce match que je peux lui trouver, c'est qu'il a manqué il a manqué cette occasion qui était une occasion assez simple finalement à terminer. Il aurait pu mettre son équipe un peu plus à l'abri, un peu plus rapidement. Mais sinon, Gnabry, on l'a pas vu. Müller, il est inexistant. Et puis les latéraux allemands, ils montent pas. Donc cette équipe d'Allemagne, elle manque quand même de beaucoup de choses hein, pour l'instant. Hein. Elle manque de beaucoup de choses. Et ce match face à l'Espagne, avec son match nul, elle s'en tire très bien parce que c'est pas mérité. Elle a eu 30% de possession de balle, quoi. C'est vraiment pas extraordinaire. Je suis pas encore sûr que cette équipe d'Allemagne elle se qualifie. Hein. Il va falloir. Alors bon, elle a de la chance parce qu'elle va jouer le Costa Rica. Mais on a vu que le Costa Rica face aux Japonais, visiblement ils ont décidé d'avoir une réaction d'orgueil et bon, peut-être que ce qui s'est passé lors du premier match est oublié pour eux. Mais à ce rythme-là et au niveau qui montre d'un point de vue défensif et offensif, c'est très très moyen. Je suis très surpris de voir cette équipe allemande aussi faible. Parce que, regardez, hein, c'est l'équipe du Bayern Munich. Alors, bon, Goretzka joue pas tout le temps, puisqu'il est en concurrence avec Sabitzer. Mais voilà, l'attaque et le milieu de terrain, c'est le Bayern Munich. Avec Gundogan en plus. Enfin, Gundogan, c'est quand même un super joueur de foot. Par contre, ouais, on voit que défensivement, il y a personne du Bayern. Et ça se ressent, mais il n'y a pas de raison que cette équipe elle soit autant en difficulté. Donc, vraiment déçu par cette équipe d'Allemagne. Et sur ce match, je les ai rarement vus se faire autant balader, surtout en Coupe du Monde. Enfin voilà, ils s'en tirent extrêmement bien, mais malgré tout, je pense qu'ils iront en huitième de finale, parce que je les vois quand même pas perdre face au Costa Rica. Et puis cette équipe d'Espagne, il va falloir s'en méfier, parce qu'au point de vue football, j'ai pas vu beaucoup mieux qu'eux. Hein. Donc ils ont manqué de finition. Alors ils jouent sans avant-centre, ça, oui, bon, ça, quand même. Jouer sans avant-centre, je vous dis, ça a des limites. Hein. D'ailleurs, le but, c'est Morata qui le met, qui est un avant-centre de métier. C'est pas... Là, encore une fois, c'est jamais anodin. Hein. Faut pas croire que c'est un coup de chance. Bizarrement, hein, vous n'avez pas d'avant-centre, puis d'un coup, vous faites rentrer un avant-centre et là, vous marquez, alors que vous avez quand même eu la possession de balle à 70% du temps. Et que vous n'êtes pas créé tant d'occasions que ça. Peut-être que hein, avoir un vrai avant-centre, ça aide. On verra bien. Je vous ai parlé un petit peu des défauts de cette équipe, mais quand même, au point de vue football, c'est costaud. On va parler un petit peu là rapidement de ce qui s'est passé, parce que le temps avance 1h12. Moi, j'ai prévu 1h30 max. Donc, et comme j'ai encore des petites choses à voir avec vous, on va arrêter sur ce match-là. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé, notamment lors de ce Maroc-Belgique. Je vous avais dit, hein, le Maroc, qu'avec les Sénégalais, ça allait être deux équipes qui pouvaient largement aller en huitième de finale. Et bah ce Maroc, ils nous le prouvent. Hein. Ils ont fait un super match de football. Ils ont gagné 2-0 contre la Belgique et c'est totalement mérité. On ne peut pas dire que les Belges ils aient mérité quoi que ce soit sur ce match. On a vu une équipe solide. Alors, c'est pas Bounou qui a joué au but, c'est Mounir. Parce que Bounou, il a eu des vertiges avant le coup d'envoi. Mais on a vu Hakimi, Mazraoui, Saïs, Aguerd. Ça reste une défense solide. Il mérite à 100% les Marocains, ouais, je suis d'accord. Amrabat.
Je vous en ai parlé d'Amrabat quand j'ai fait le débrief sur l'équipe du Maroc. Je vous ai dit, Amrabat, ça va être un joueur important pour cette équipe et suivez-le. Et ben, vous avez vu, il a été très performant. Unai, pardon, Amala, c'est pas les joueurs les plus forts du monde, mais ils ont été sérieux au milieu de terrain. Et puis ils ont dominé le milieu de terrain belge. Et puis devant, Hakim Ziyech, quoi. Hakim Ziyech, il met le but, bon, il est refusé pour un hors-jeu sur le premier coup franc, mais sur le deuxième but, qu'est-ce qu'il fait encore? Oh là là, c'est incroyable ce qu'il leur fait, Hakim Ziyech. Passement de jambes, il élimine, il centre en retrait, enfin, c'est un but magnifique. Et c'est Ziyech qui crée l'action tout seul quand on sait qu'il avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale il n'y a pas longtemps. Bah, heureusement qu'il est revenu pour les Marocains. Et puis avec le duo Ziyech-Hakimi sur le côté droit, ça fait très mal. Donc je suis satisfait par cette équipe du Maroc qui a montré de belles choses. Alors que de l'autre côté, cette équipe de Belgique, elle est méconnaissable, hein. Après, vous avez vu, je vous rappelais que quand j'avais fait cette équipe, je vous avais dit, il y a des chances quand même que cette équipe, elle ait laissé passer sa chance de 2018, que cette génération, elle commence à être très vieillissante, que défensivement, c'est compliqué, qu'il n'y a pas vraiment de renouvellement en plus. Il n'y a pas de jeune qui est venu apporter plein de choses. Et bah écoutez, c'est exactement l'interview de Kevin De Bruyne, où il explique franchement pratiquement la même chose. Enfin, il dit quasiment ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que ouais, ils ont laissé passer leur chance en 2018, que cette équipe elle est vieillissante, qu'il y a des bons jeunes derrière mais qui sont pas encore au niveau, et que selon lui, bah, cette équipe elle peut pas aller gagner la Coupe du Monde. Et bah c'est bien, ça veut dire que là encore une fois, je vous ai pas raconté n'importe quoi. Si De Bruyne qui est à l'intérieur de l'équipe vous dit ça, c'est que visiblement ça doit être le cas. Donc ça me fait plaisir de me dire que je vous dis pas que des bêtises, même si parfois j'oublie le nom de certains joueurs. Au moins j'essaye sur l'analyse d'être assez précis. Donc là on l'a vu hein, sur ce match, on a vu cette équipe n'a rien fait. Enfin, enfin, Hazard, on sait qu'il n'est pas au niveau parce que il joue pas au Real Madrid et puis il est plus footballeur depuis 3 ans pratiquement Eden Hazard. Donc on voit bien que sur certaines prises de balles, c'est un joueur qui a des qualités fantastiques, mais bon, enfin il est à 30% de ce qu'il faisait quand il était à Chelsea, donc c'est pas suffisant. De Bruyne, il est inexistant. Alors il peut parler de ses coéquipiers, dire qu'il a vieilli et tout ça, il est fantomatique, Kevin De Bruyne. Oh, et c'est là où voilà, il y a la différence entre les très très grands joueurs, donc les Messi, les Ronaldo, je dirais même Lewandowski, voilà, ces joueurs qui sont là, qui sont présents, qui mettent des buts, qui font gagner leur équipe, et Kevin De Bruyne, que moi, beaucoup le considèrent comme le meilleur milieu de terrain du monde, et moi je considère que c'est un très bon joueur, attention, je suis en train de vous dire que c'est une pipe De Bruyne, mais je le mets pas au même niveau que les joueurs que je viens de vous citer. Ou Kylian Mbappé par exemple, que je peux mettre aussi à ce niveau, largement au niveau de Ronaldo, Messi ou Lewandowski pour l'instant. Voilà, De Bruyne il est un niveau en dessous. Moi il y a plein de... Vous rappelez-vous hein, en Ligue des Champions avec Manchester United. Heureusement pour lui qu'il n'est pas là-bas, mais avec Manchester City, l'année dernière il a raté il est passé aussi complètement à côté de ses matchs. Donc il est assez coutumier du fait. C'est un excellent milieu de terrain. Il est capable de faire des différences fantastiques par la passe. C'est quelqu'un qui va vous casser les lignes en portant le ballon, mais c'est aussi un joueur qui est capable de passer au travers complet. Et là, cette Coupe du Monde, ben je sais pas ce qui lui arrive, mais en tout cas, il est mauvais. Il faut le dire, hein, là, il est vraiment mauvais. Puis cette défense, Thomas Meunier côté droit, enfin, c'est pareil, c'est un peu comme Thilo Kehrer. S'il n'y a pas mieux que Thomas Meunier arrière droit en Belgique, c'est très compliqué. Et à chaque fois que les Marocains ont débordé, ont percuté Thomas Meunier, il est dépassé. Il est dépassé par les événements, il est dépassé par la technique, il est dépassé en vitesse, il est dépassé physiquement, il est dépassé partout. C'est catastrophique Thomas Meunier. Castagne, à la limite, c'est le seul joueur qui, en défense, essaye de sortir un petit peu du lot. En plus, c'est quelqu'un qui est capable de contre-attaquer. Mais c'est pareil, c'est pas non plus le défenseur du siècle. Et puis Vertonghen, Alderweireld, ouais, c'est des papis, quoi, hein. Eux, vraiment, pour le coup, ils ont vraiment énormément baissé de niveau et d'intensité. Et ce qu'ils font, c'est vraiment pas au niveau. S'il fallait trouver un point positif à cette Belgique, je dirais qu'Onana, dans son activité, lui, voilà, c'est un joueur qui est pas au niveau des autres, mais il arrive
à faire mieux que ce qu'il est censé faire. Et c'est pratiquement le seul joueur avec la Belgique qui se surpasse. Mais je sais pas où va cette Belgique, hein, parce que le dernier match, c'est la Croatie. Et c'est pas du tout sûr que cette Belgique, elle soit en huitième de finale, hein. Moi, actuellement, je pense que cette Belgique, elle va tout simplement sortir de la Coupe du Monde au premier tour. Parce que je vois pas le Maroc perdre. Je vois pas le Maroc perdre. Attendez, je vous dis pas. Oui, c'est ça, c'est Belgique-Croatie le prochain match, hein. Je vois pas le Maroc perdre face au Canada. Et je suis pas sûr de voir la Belgique gagner. Donc, ou alors va falloir vraiment qu'on hausse le curseur au niveau du jeu pour les Belges. On va parler un petit peu de la Croatie face au Canada. Bon, les Canadiens, eh ben, ils ont fait ce qu'ils... Voilà, contre les Belges, ils méritent certainement pas de perdre. Là, ils font un super début de match. C'est-à-dire qu'en plus, c'est bien. Il y a enfin un match où il y a un but dans les 10 premières minutes. C'est quand même très rare pendant cette Coupe du Monde, hein. Cette Coupe du Monde, avant la 70e, il se passe quasiment rien nulle part. Là, au moins, on a un beau but d'Alphonso Davies qui devient le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde pour le Canada. Il se rattrape de son penalty manqué. On a vu un Buchanan qui est pas mal, Stéphane Eustachio, même Miller. Voilà, il y a quelques joueurs qui ont de la qualité dans cette équipe du Canada, mais ça n'a pas suffi face à la Croatie. La Croatie qui a eu du mal à débuter le match, mais ensuite on a vu le milieu Modric, Brozovic, Kovacic reprendre le contrôle du match. Eux, pour le coup, ils ont, avec Juranovic et Sosa, des latéraux qui n'hésitent pas à monter. Et puis Perisic, Kramaric, Livaja, c'est pas dégueulasse du tout. Ouais, à partir de 25-30 minutes. Après, physiquement, tactiquement, ils ont perdu le fil, les Canadiens, mais c'est normal, c'est leur première Coupe du Monde. Puis il n'y a pas autant de talent qu'il y en a en Croatie. Donc bien les Croates. 4-1, c'est quand même une belle victoire. Après leur premier match, où je vous avais dit, hein, on ne se rend pas compte du très bon match qu'avait fait le Maroc contre la Croatie. Et au vu du match que viennent de réaliser les Croates, bah, j'ai pas l'impression de m'être trompé. Donc dans ce groupe, voilà, le Belgique-Croatie, en tout cas, il sera pas raté parce que ça va être un super match. Normalement, en tout cas, les deux équipes sont au pied du mur, hein. En cas de défaite, bah, elles sont éliminées. C'est tout simple. Les Croates ont 4 points et les Belges, ils en ont 3. Donc un nul suffit aux Croates. Donc les Belges vont être obligés de gagner et de faire le jeu. Et en cas de défaite de la Belgique ou de la Croatie, et si le Maroc ne fait pas de dinguerie face au Canada, ben voilà, on risque de perdre une de ces deux équipes européennes. Voilà, est-ce que je vous parle des autres matchs? Les autres, vous les avez certainement vus. Si on peut parler rapidement de ce Japon Costa Rica, bon, très rapidement, parce que franchement, c'était quand même pas terrible. Le Costa Rica qui se réveille, qui arrive à mettre ce but, et les Japonais, bah moi, je comprends pas ce qu'a fait le sélectionneur. Je comprends pas pourquoi il a tout changé. Pourquoi Minamino, il n'est pas titulaire dans cette équipe. Pourquoi il n'y a pas Kubo sur ce match. J'ai pas compris. J'ai pas compris, et ça s'est payé pour eux. Encore une fois, vous avez des joueurs qui sont au-dessus de leurs coéquipiers. Si vous les faites pas jouer en Coupe du Monde, quand est-ce que vous les faites jouer? Jamais. Et là, bah voilà, ça se paye cash pour les Japonais. Je suis déçu parce qu'avec le premier match qu'ils avaient fait, je pensais qu'ils allaient confirmer. Et bon, bah voilà, bah, le souffle est retombé côté nippon. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les Anglais, États-Unis. Les Anglais, pareil, hein, 6-2. 6-2 le premier match. Et bah là, on a vu face aux États-Unis, cette équipe anglaise, elle n'est pas si dominante que ça. Les Américains, ils se sont montrés même plus dangereux que les Anglais. On a vu, hein, ce milieu, Moussa Adams McKennie, et c'est costaud, hein. C'est un milieu de terrain qui va être difficile à bouger. C'est trois très bons jeunes. Et il y a une belle génération côté américain, hein. Et sur le dernier match face à l'Iran, parce que l'Iran qui a été battre aussi. Qui c'est qu'ils ont battu les Iraniens? Je suis fatigué à cette heure-ci. Mais l'Iran qui remporte son match, c'était contre qui? C'était l'Iran qui avait pris 6-2. Personne ne veut m'aider dans le chat, bien sûr, hein. L'Iran, ils ont battu qui? Ils ont gagné 2-0.
Ah, le Pays de Galles. Voilà, c'est revenu tout seul. Merci le chat de ne m'avoir pas aidé comme d'habitude. Hein. Mais oui, le Pays de Galles, un Pays de Galles très très faible, hein, très très faible, avec des leaders techniques, je vous l'ai dit, qu'on voit pas du tout. Que ce soit James, que ce soit Aaron Ramsey, même Gareth Bale, enfin voilà, un milieu de terrain un peu fantomatique, une défense très perméable. Le premier rouge de cette Coupe du Monde pour Hennessy qui fait une sortie, on ne sait pas ce qu'il fait, je ne sais pas pourquoi il sort à ce niveau-là. Il fait un ciseau dans le visage de l'attaquant. Enfin, c'est incompréhensible. Bon, ils perdent très logiquement. Enfin, c'est une équipe iranienne qui, elle, bah voilà, comme le Costa Rica, elle a pris une tôle et bah elle s'est relevée. Elle a fait avec ce qu'elle a pu avec ses armes. Et c'est vrai que dès qu'on voit Sardar Azmoun sur le terrain, ah, c'est plus simple aussi, hein, côté iranien, lui qui était blessé au premier match. Mais voilà, je vois pas du coup les Américains perdent contre l'Iran. Donc les Anglais vont normalement se qualifier, mais ils sont pas si transcendants qu'on aurait pu le penser lors du premier match. Voilà. Donc ça, j'ai fait un peu le tour de la Coupe du Monde. Moi, il y avait une règle, donc je voulais vous parler d'un point. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je veux vraiment votre avis. Parce que moi, il y a beaucoup de matchs où je considère euh, que aujourd'hui, le match nul, il favorise un peu trop ces matchs que je trouve soporifiques, parce qu'il accorde un point à chaque équipe. Je m'explique. Déjà, il y a un truc qui est bizarre. Normalement, au football, quand vous avez quand vous gagnez, vous avez donc 3 points qui sont distribués. Quand il y a un match nul, on distribue un point à chaque équipe et il y a un point qui disparaît dans le néant. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas où il va, ce point, qui normalement devrait être là, il n'existe plus. Et le vrai problème de ce match nul, c'est que moi, je vois beaucoup de matchs où les équipes, elles ont plus peur de perdre que d'aller gagner le match. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange parce qu'il y a plein de matchs qui sont super chiants. Parce que les équipes, elles se disent, bon, bah, un bon petit match nul, ça fait un point et c'est déjà pas si mal. Du coup, je me suis dit, et là, j'ai besoin de votre avis. Moi, je me suis dit que lorsqu'il y a un match nul 0-0, s'il y avait 0 point de distribué, ça obligerait les équipes à créer du spectacle. Parce que quand on regarde un match de foot, on peut être complètement admiratif de la façon tactique de défendre. Il peut y avoir des bons 0-0. On peut être admiratif de plein de choses. C'est pas parce qu'il n'y a pas de but que c'est un mauvais match. Mais on regarde tous le football pour les buts. Enfin, c'est quand même l'essence de ce sport. C'est de gagner. Il faut marquer un but de plus que l'autre équipe. Et ben moi, je considère que si demain, il y avait une règle qui disait s'il y a 0-0, il y a 0 point, c'est comme si c'était une défaite, parce que finalement, vous n'avez pas montré suffisamment de spectacle et vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour remporter ce match, et ben vous êtes sanctionné, vous prenez pas de points. Et que pour qu'il y ait un point, il faut au moins qu'il y ait un but. Donc les deux équipes marquent. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, le Pays de Galles, c'est le meilleur exemple. Les mecs font rien. Bah, le Pays de Galles a rien fait. Le Mexique a rien fait. Le Ghana a rien fait. Il y a beaucoup d'équipes comme ça qui, en fait, elles ne font rien. Et puis d'un coup, elles prennent un but. Parce que à force de subir, bah, vous prenez un but. Et là, d'un coup, elles se mettent à jouer. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas des équipes catastrophiques qui sont capables quand même de développer du jeu, de se porter vers l'avant, de prendre un peu plus de risques. C'est juste qu'elles ne le font pas parce que le 0-0 leur apporte un petit point. Et que des fois, un petit point pour se qualifier en Coupe du Monde, ça suffit. Moi, je considère que ce 0-0 qui rapporte un point, eh ben, c'est quelque chose qui nuit au spectacle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, dans le chat, pensent que... Du coup, ça pénalise les tactiques défensives? Ouais, clairement. Ça pénalise les tactiques défensives, mais le principe de ce sport, c'est de jouer au football. C'est pas juste de déconstruire. Alors, bien sûr qu'il y a des équipes qui ont déconstruit et que défensivement, il faut être bon. Mais le principe de ce sport, c'est pas non plus juste de casser ce qui se passe dans le jeu adverse. Là, il y a des matchs où il se passe rien. C'est chiant à regarder. C'est chiant pour les spectateurs. C'est chiant pour le public. Chiant pour les mecs qui vont au stade. De voir des équipes qui décident de fermer la boutique en espérant marquer un but en contre-attaque. Mais bien sûr que jouer au foot, c'est attaquer, mais aussi défendre. Mais marquer, c'est l'essence de ce sport. Et ce 0-0, il facilite un peu trop les choses. Et ça casse le spectacle. Parce que le principe de... Enfin, à mon sens, moi, le football, il est fait pour être joué. Je suis d'accord, on s'ennuie quand ils jouent que en défense. Bah ouais.
Ouais, franchement, le match Mexique-Argentine, les gars, avant le but de Messi, on se fait chier. On se fait chier parce que les Mexicains jouent pas au football. Ça, je suis pas d'accord. On a déjà vu des hold-up, on a déjà vu des équipes pas jouer au football et remporter le match sur un vieux but en contre dégueulasse à la dernière minute. Euh, et lors des et lors des huitièmes de finale, on risque de le voir. Enfin, juste, je vais vous parler. Ah, tiens, un petit peu d'histoire. Je vous avais dit que sur cette chaîne, il y aurait un petit peu d'histoire. Je crois que c'était en 74. Mais attendez, on va quand même aller chercher pour pas vous dire de bêtises, puisque comme c'est de l'histoire, euh, vous allez voir. Scandale, c'était le Allemagne-Autriche. Je sais plus en quelle année c'est. C'est en 1982. Voilà, le match de la honte. Alors, je vais pas vous lire tout le truc. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez RFA Autriche de 82 et vous regardez ce qui se passe. Un match, un scandale. Un scandale où les deux équipes s'arrangent. Voilà, le fameux match où les deux équipes s'arrangent pour éliminer l'Algérie. Et ça, c'est typiquement. Ouais, enfin, voilà. En mode, ils ont fait un match nul arrangé. Voilà. Bah, c'est exactement ce qui se passe à partir du moment où on valorise le match nul, ou surtout le match nul comme ça à 0-0. Si on le valorise, eh ben, on a ces risques-là. Alors que si on oblige les équipes à marquer, enfin, je veux dire, faire un 0-0 en jouant à la baballe sans prendre de but, ça se voit, mais ça peut se cacher. Par contre, faire un partout en laissant marquer l'adversaire, puis l'adversaire vous laisse marquer, là, c'est quand même beaucoup plus difficile à cacher et c'est beaucoup plus difficile à justifier. Donc, voilà. Moi, il y a trop de matchs dans cette Coupe du Monde qui m'embêtent parce que les équipes font pas le jeu. Euh, Ouais, la Grèce de 2004, qui a fait pas mal de matchs nuls. Bah, le Portugal de 2016, hein, et qui fait 3 matchs nuls lors de la phase de poule. Bon, ils marquent des buts, donc avec Marek, ça changerait rien. Ils auraient été champions d'Europe quand même. Mais beaucoup de. Oui, c'est à cause de ce match, exactement, Vivi. C'est à cause de ce match que les passes en retrait aux gardiens, elles ont été interdites. Enfin, les passes en retrait où le gardien pouvait récupérer le ballon à la main ont été interdites. C'est après ce match-là. Enfin voilà, c'est en offrant la possibilité de marquer un point à une équipe qui a décidé de ne pas jouer. Et bah oui, bah, et si toutes les équipes elles ont pas la chance, et ça veut pas dire qu'elles doivent pas jouer. Ça veut pas dire qu'elles doivent juste fermer le jeu. Là, quand on voit le Mexique, on peut pas dire que le Mexique ils aient pas des joueurs offensifs. On peut pas dire que le Ghana ils aient personne devant. Ils ont des joueurs, mais sauf qu'ils décident de pas jouer parce que le match nul rapporte quelque chose. Moi, c'est ça qui me dérange. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais enfin, même en Ligue 1, hein, même en Ligue 1, en championnat, si vous aviez des 0-0 qui rapportent que dalle, bah, il y aurait peut-être un peu plus de spectacle. Et moi, je suis prêt à parier que si on mettait cette règle en place dans un championnat test, le nombre de buts marqués augmenterait significativement. Et la tactique, moi, je suis pas d'accord avec ça. La tactique défensive. Enfin, c'est facile de déconstruire le jeu adverse. Enfin, voilà, c'est comme dans tout. Vous prenez un marteau, vous cassez, ça vous prend 5 minutes de casser pratiquement n'importe quoi. Par contre, la chose que vous avez cassée, il n'a pas fallu 5 minutes pour la construire. Donc c'est très simple de défendre, d'être une équipe défensive dégueulasse et finalement de bloquer le jeu adverse. En plus, c'est des équipes qui généralement mettent des coups, ça hache le jeu, ça truque un petit peu. Enfin, c'est des matchs qui sont chiants. Et c'est très simple à faire. C'est beaucoup plus simple de savoir bien défendre que de savoir attaquer. Donc, moi, mettre en avant la défense, voilà, la défense de l'Inter Milan contre le FC Barcelone en 2010, où Samuel Eto'o il se retrouve à jouer arrière droit, où toute l'équipe se dépouille et se qualifie grâce à ça. Bah ça, je dirais que tactiquement c'était vraiment intéressant. Maintenant, voilà, bah, ok, l'Inter Barça, mais il y en a un. Voilà, voilà, un seul. Ah bah oui, il y a des tactiques qui ont des techniques uniquement défensives. Le Ghana contre le Portugal, la première mi-temps, c'est catastrophique. Ils refusent juste de jouer au ballon. Et puis après, en deuxième période, quand ils ont pris un but, bizarrement, ils arrivent à en mettre deux. Donc quand même, alors jouer depuis le début. Le Mexique contre l'Argentine hier, c'est pareil. L'Australie sur le premier match contre l'équipe de France, c'est très défensif. Enfin, voilà, on se fait chier. Moi, je suis plus satisfait quand je vois bah, du coup les équipes comme la Corée du Sud, comme le Japon, comme l'Arabie Saoudite, même comme l'Équateur, voilà, qui sont des équipes qui n'ont pas les meilleurs joueurs du monde, qui sont pas les plus forts du monde, mais
et ben elles y vont, elles mettent du rythme, elles mettent de l'envie, elles décident d'aller au bout de leurs actions, et ben c'est des matchs quand même un peu plus intéressants. Enfin voilà, c'était cette interrogation, vous pourrez y réfléchir. Je sais pas si un jour ça se mettra en place, mais de toute façon il me semble que cette règle, elle a fini les défenses à 5 avec cette règle. Bah ouais, certainement. Bah, de toute façon les défenses à 5, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez constaté, ça ne fonctionne pas du tout. En tout cas ça ne fonctionne toujours pas. Enfin voilà, si je voulais conclure là-dessus, c'est un angle de réflexion. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous n'hésitez pas de toute façon à me le dire, que ce soit, vous pouvez m'en parler sur le Discord, sur YouTube, sur Insta, en MP, sur Twitter, sur ce que vous voulez. Et si vous avez des petites choses comme ça dont j'ai pas parlé et que vous avez envie de le voir, bah, n'hésitez pas à le communiquer. Et puis j'en parlerai avec plaisir. En général, toutes les équipes défendent maintenant. C'est plus sympa quand elles essaient de produire du jeu et surprendre. Bon, après, les effectifs à disposition, c'est compliqué. Ouais, ça, on est d'accord. Demain, il y a un live, hein, puisque demain, il y a le Brésil et le Portugal qui rejouent. Je crois que c'est un Brésil-Suisse. On va aller regarder ça tout de suite. Le petit planning de demain. Hop là. Alors, pour demain, qu'est-ce qu'on a en direct? On va aller regarder sur nos amis de l'équipe qui crachent sur Benzema. On va aller regarder ce qu'ils nous disent pour demain. Demain 11 h, on commencera donc avec un Cameroun-Serbie. À 14 h, Corée du Sud-Ghana. À 17 h, Brésil-Suisse, qui va être un beau match, le Brésil-Suisse. À mon avis, il va falloir le suivre celui-là. Et puis Portugal-Uruguay à 20 h. Écoute Vivi, on verra bien si le Portugal perd. Ils perdront, c'est qu'ils n'ont pas mérité de gagner. Le Brésil-Suisse, ouais, moi je vous dis, sûrement et le Portugal-Uruguay, ça fait deux beaux matchs. Ouais, il y a des chances que je m'énerve un petit peu demain, surtout que visiblement Bruno Fernandes sera encore titulaire. Donc vous voyez, je vais arriver énervé, ça va vous plaire ça. Ouais, et juste Brésil-Suisse sans Neymar. Je sais pas si je peux vous montrer la cheville de Neymar. Alors visiblement, je sais pas comment c'est possible. Mais ils ont l'air plutôt confiants, nos amis brésiliens. Enfin, regardez le pied de Neymar actuellement, quoi. Voilà, ça c'est sa cheville. Et eux sont plutôt confiants pour qu'ils reviennent assez rapidement dans cette Coupe du Monde. Mais moi, je sais pas comment c'est possible. Pour moi, ce que je pense honnêtement, c'est que sa Coupe du Monde, elle est quasiment terminée. Pour avoir déjà été blessé légèrement aux chevilles, mais j'avais pas les mêmes soins, mais en moins d'un mois, un mois et demi, c'est déjà compliqué pour revenir. Je veux bien que ça aille un petit peu plus vite pour les joueurs pro avec tous les soins qu'ils ont et le fait de jouer sous infiltration, mais là, voilà. Deux très gros doutes de revoir Neymar à cette Coupe du Monde. En tout cas, dans son état de forme, non, enfin, en pleine forme, c'est sûr que non, c'est impossible. Enfin voilà, merci à tous ceux qui ont été présents ce soir. Vous avez été super présents dans le chat, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc demain, 22 h, à la fin du match. J'espère que je ne serai pas énervé. Mais on verra bien. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Vous avez été encore nombreux sur le live ce soir, ça fait vraiment plaisir. Et puis, on va se retrouver demain. Je vous souhaite d'excellents matchs. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit. Et je vous embrasse tous. Bonne nuit les copains. Até amanhã, exactement. En portugais pour finir le stream. Salut.